Bonjour Adeline, Bonjour Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'experte Stratexio pour que tu puisses nous parler de la thématique optimiser sa logistique et sa supply chain à l'international. Donc avant de commencer, parle-nous un peu de toi et de ton cabinet de conseil Action-Réaction. Écoute, merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que tu me donnes de présenter mon cabinet. Je suis donc Adeline Grégis, je suis la fondatrice et la dirigeante du cabinet Action Réaction. J'ai, ça se voit pas toujours, 30 ans d'expérience en logistique internationale. Je suis surtout au niveau de l'international, je suis surtout sur l'expertise technique en fait, en ce qui concerne le transport aérien, maritime, routier, la douane, les incoterms et tout ce qui est la gestion documentaire en fait au niveau des exportations et des importations, parce qu'il y a parfois beaucoup de choses à faire. Et donc j'ai créé le cabinet Action Réaction il y a 10 ans, on vient de fêter nos 10 ans. Et chez Action Réaction, on fait des audits sur l'organisation logistique. Derrière, on met des recommandations motivées. On accompagne les entreprises dans leur stratégie supply chain, on fait les formations des équipes et on rédige des procédures opérationnelles. On peut également, on travaille en fait de la réflexion de l'entreprise par rapport à sa stratégie jusqu'à la mise en place opérationnelle. Et on travaille sur toute typologie d'entreprise et de produits. Donc, en fait, la raison d'être de la création d'action-réaction, elle est simplement celle-ci. Voilà. Là, tu as, pardon, le baromètre export Euler Hermès de 2021, où on voit que les exportateurs, leurs principaux risques qui ont été identifiés, c'est entre autres les barrières douanières et les risques liés au transport, et ce, à plus de 50%. Donc, en fait, on se rend compte que les entreprises veulent se développer à l'international, mais elles ont peur, en fait, elles ont peur de la douane, elles ont peur de transport. Et voilà, ce baromètre date de 2021, mais je me souviens d'un baromètre de 2018 qui disait exactement la même chose. Donc, en fait, année après année, on voit que les entreprises continuent à avoir peur en fait de cette barrière. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça peut un petit peu les brimer dans leur développement à l'international. Et Dieu sait qu'on a besoin de notre commerce extérieur, au même titre qu'on a besoin d'accompagner également les entreprises qui importent, parce que l'internationalisation, c'est l'export, mais ça peut également être des importations. On peut avoir besoin de produits qu'on ne trouve pas en Europe et qu'on soit dans l'obligation d'importer pour pouvoir créer de la fabrication française, voire européenne. Ok, Donc voilà super. un petit peu excuse-moi, voilà un petit peu la présentation d'Action-Réaction. Ok, super intéressant Adeline. Et quels sont tes axes d'intervention auprès des entreprises? Alors, on a différents segments d'activité. On a celle où on fait simplement de l'audit, c'est-à-dire une entreprise me contacte en disant je pense que je paye trop de frais de transport ou qu'on fait des erreurs en douane. Et dans ces cas-là, je passe 2, 3 jours en entreprise à auditer l'entreprise avec derrière la remise d'un livrable, pardon, d'un livrable avec des recommandations sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière en place. Ou alors, je fais de l'accompagnement sur une entreprise sur du long terme. Comme je prends l'exemple d'un primo-exportateur que j'accompagne depuis 2 ans maintenant. Oui, on va même fêter nos 3 ans on va fêter nos 3 ans en février prochain, où en fait, c'est une entreprise qui se développe à l'international sur un produit un petit peu spécifique. Et au niveau transport international et douane, ils n'ont pas les compétences en interne, donc je les accompagne régulièrement pour faire correctement les choses et qu'ils se développent correctement. Ou alors, je peux également prendre le poste de responsable transport, pardon, c'est-à-dire que l'entreprise travaille à l'import ou à l'export et n'a pas le temps ni les compétences également en interne pour gérer tout ce qui est les transitaires, les transports, voilà, toute la gestion régulière en fait du transport. Et dans ces cas-là, je me positionne avec eux en responsable transport externalisé. Ou s'il y a besoin de faire un appel d'offres, par exemple. Voilà. C'est un petit peu. On a quatre activités vraiment, c'est de l'anticipation, la préparation, l'organisation et de l'analyse. Ou alors, on en fait les quatre en même temps, tout simplement. Ok, bah super, c'est une super raison d'être là. Parle-nous un peu des points clés d'une bonne gestion de la logistique et de la supply chain pour une entreprise. Alors, les points clés pour une logistique
efficace, on va dire, c'est tout d'abord il faut tout d'abord positionner la logistique au centre de la stratégie d'entreprise. Et ça, c'est très important. Bien souvent, la logistique est un petit peu mise de côté et ne prend pas toute sa valeur en fait dans l'entreprise. Et on va se rendre compte, et je vais essayer durant ces quelques minutes de démontrer en fait que la logistique a vraiment une plus-value dans l'entreprise et qu'il ne faut pas la laisser de côté, qu'il faut vraiment s'y atteler. Parce que quand il y a des soucis, il y a des soucis. Ensuite, il faut comprendre l'organisation de la logistique internationale au niveau des modes de transport, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut maîtriser les risques douaniers et fiscaux, bien évidemment. Comprendre la plus-value d'une bonne utilisation des incoterms. Donc, je pense qu'à partir du moment où je prononce le mot incoterm, il y en a plein qui vont faire, on arrête la vidéo. Ce serait bien dommage, puisque j'arrive à… Pour moi, l'incoterm, en fait, c'est vraiment un atout marketing pour l'entreprise. C'est très, très important. Ce n'est pas que 3 petites lettres qui donnent mal au crâne. Et ensuite, on va voir que quand on maîtrise un petit peu tous ces points, on arrive à améliorer la rentabilité de l'entreprise de façon non exponentielle, on va dire. Donc, si on prend détail par détail, au centre de la stratégie d'entreprise, on est d'accord que dans la supply chain, ça part du fournisseur au client du client. Donc, vous avez des flux d'informations, des flux physiques et des flux financiers. On parle bien de flux physiques. Là intervient la logistique. Donc, la logistique et le transport en particulier fait vraiment partie intégrale de la supply chain. On s'est rendu compte pendant les premiers confinements que la logistique et le transport étaient vraiment vital pour une entreprise. Parce que si jamais on n'arrive plus à s'approvisionner en matières premières ou si on n'arrive plus à livrer nos clients, bah, l'entreprise est morte. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment positionner la logistique au centre de la stratégie d'entreprise et non pas la mettre de côté et, entre guillemets, s'en servir quand il y a un rush. Loin de là. C'est pas, faut pas prendre la logistique, faut pas, comment dirais-je, faut pas la prendre en pompier. Une fois que c'est la panique, on va voir la logistique et on trouve des solutions. Non, c'est vraiment de l'accompagnement au quotidien et vraiment faire partie intégrante de la stratégie d'entreprise pour pouvoir vraiment avoir une supply chain qui est efficiente. Et donc, par définition, une satisfaction client qui est parfaite. Et donc, c'est tout ce à quoi on attend tous. Un autre point clé, c'est l'organisation de la logistique internationale. Donc, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les acteurs, qui fait quoi, qui facture quoi, parce qu'il y a des fois, c'est un petit peu flou pour les entreprises. On n'est pas bien au courant de lui m'a facturé ça, ok, et puis lui m'a facturé ça. Et comme on ne sait pas trop, on paye les 2 factures. Est-ce vraiment une bonne idée? C'est la question à se poser. Les réglementations, chaque mode de transport a une réglementation bien particulière, donc connaître ses droits, connaître les obligations également de l'entreprise exportatrice ou importatrice, mais également les obligations des prestataires, des transporteurs. Ça aussi, c'est important. Donc, si on prend dans le détail, mais le transport routier, on va déjà voir que en transport routier, on a une réglementation qui est différente pour le transport routier national et le transport routier international. Alors, quand on parle de transport routier international, on parle dès qu'on sort des frontières françaises. C'est-à-dire qu'un Paris-Bruxelles, c'est considéré comme un transport routier international. Donc, en fait, il y a une différence de réglementation entre ces deux modes de transport. Déjà, par rapport aux documents de transport routier, quelle est la différence et quel est l'impact pour l'entreprise? Pardon, et quels sont les impacts pour l'entreprise? Il peut avoir des petites notions qui peuvent avoir un impact en fait sur la bonne marge de l'entreprise ou la rentabilité de l'entreprise. Le transport aérien, basiquement, on dit oh là là, le transport aérien, c'est cher et il ne faut pas le prendre. C'est totalement faux. En fait, il faut aborder le transport aérien en fonction de sa marchandise, en fonction de sa destination, en fonction des besoins, en fonction de plein de choses en fait. C'est pas basiquement transport aérien égale cher. Oui, c'est plus cher que certains modes de transport, mais à volume équivalent.
C'est là-dessus qu'il faut travailler, en fait. Donc, par exemple, si on adapte ces emballages, on peut optimiser ses coûts aériens. Un petit exemple rapide, la majeure partie des marchandises sont transportées dans des avions passagers, c'est-à-dire des avions qu'on prend, nous, pour aller en vacances ou pour se déplacer. Il faut savoir que les marchandises sont mises dans les soutes de l'avion, au même titre que nos bagages, et que la hauteur de soute pour un avion passager, c'est 1,60 m. Ça veut dire que si jamais vous faites une palette d'1,70 m, et ben, du coup, vous allez basculer sur un avion tout cargo. L'avion tout cargo, comme son nom l'indique, il n'y a que de la marchandise dedans. Donc, obligatoirement, le coût est beaucoup plus cher. Donc, voilà, vous voyez, par exemple, cette petite optimisation. Donc, notre palette d'1,70 m, on va la casser en deux. Comme ça, on pourra rentrer dans un avion passager. Ce genre de détails. Pour finir, si on prend le transport maritime, on dit que d'office, le transport maritime, taux bas, c'est faux également. Au même titre que l'aérien, c'est cher, le maritime, c'est pas cher, pas du tout. Si on prend un colis de 100 kg, ça sera moins cher en aérien qu'en maritime. Donc, et ça va dépendre aussi de la destination. Mais en grande majorité, tout ça, en fait, ça vient sur le fait que vous avez des minimums de taxation. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour ne pas prolonger non plus le… Mais voilà, vous avez, par exemple, en maritime, pardon, le minimum de taxation, de facturation, comme vous le souhaitez, c'est 1 tonne et 1 mètre cube. Donc, obligatoirement, vous voyez, quand vous avez 100 kilos, bah, ça risque d'être plus cher en maritime qu'en aérien. Mais si on ne fait pas le pendant, on ne saura jamais. Et surtout en maritime, il faut connaître aussi tous les risques qu'on ne connaît pas et qui sont liés au maritime, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Vous avez énormément de risques de perte en maritime, beaucoup plus qu'en aérien, et surtout, vous avez surtout très peu de chances de récupérer votre marchandise si elle est perdue. Alors, soit parce que le conteneur est tombé à l'eau, soit pour X raisons, on a peu de recours contre les compagnies maritimes. J'oserais même dire qu'on n'a quasiment pas de recours contre les compagnies maritimes. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, plein de petits tips, comme j'appelle, qu'il faut savoir, qu'il faut adapter en fonction de son produit, de sa destination, de sa provenance, de la valeur de sa marchandise également. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut savoir analyser pour pouvoir en fait vraiment faire le bon choix et organiser sa logistique de façon, là je dirais, plus efficiente. Pour continuer, on a les risques douaniers et fiscaux. Alors, au même titre qu'on dit le transport aérien c'est cher, le maritime c'est pas cher, on dit la douane c'est risqué. Eh bien non, il n'y a pas que ça. Il suffit simplement d'anticiper. Donc, si on dit que la douane, c'est de la vigilance, de la précipitation, de la réflexion et de l'optimisation, je dirais que il y a un, comment dirais-je, il y a un mot de trop dans cet enchaînement. Douane, vigilance, précipitation, réflexion, optimisation. Je suppose que tu l'auras deviné, Dorian, c'est le mot précipitation. Précipitation, exactement. En effet, quand on travaille à l'international, la douane, c'est vraiment notre ami. La douane est vraiment un atout de compétitivité pour les entreprises. Elle peut nous aider pour plein de choses. Elle peut nous aider à optimiser nos coûts de transport. Elle peut nous aider à apporter du service à nos clients. Elle peut nous aider à un exemple, le Made in France. Le Made in France, c'est un label qui est décerné par la douane française et qui permet en fait, qui nous autorise à mettre Made in France sur nos produits, même si nos produits ne sont pas fabriqués en France. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes clients qui fait des boutons des boutons pression, mais pour je vais y arriver, les distributeurs de billets par exemple. Et il a trois gammes de boutons pressoirs, pression. Je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Bon, peu importe, c'est pas grave. Trois gammes de boutons. Il y en a 2 qui sont fabriqués en France. Donc là-dessus, il n'y a pas de… Voilà, c'est de la qualité, on n'en parle plus. Et il y a un troisième produit. Tous les composants, en fait, sont envoyés en Tunisie. Ils sont assemblés en Tunisie et ils reviennent en France. Et ils sont vendus ensuite.
Sur ce troisième produit, sur cette troisième gamme de produits, mon client était en compétition, entre autres, avec un Chinois, une entreprise chinoise. Bien évidemment, ils avaient du mal à vendre les produits face à ce fournisseur chinois parce que c'était beaucoup moins cher en Chine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un dossier auprès des douanes françaises et je leur ai demandé de nous autoriser à mettre le Made in France sur ces produits. Donc, bien évidemment, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts, hein. Il a fallu monter un dossier. Il a fallu que j'explique à la douane en fait que dans tous les composants qu'on envoyait en Tunisie, il y en avait de mémoire 2 qui étaient simplement non européens et que c'était envoyé en Tunisie, mais qu'en Tunisie, les machines sur lesquelles le produit était assemblé, c'était des machines qui nous appartenaient, enfin qui appartenaient à mon client, pardon, je transpose, qui appartenaient à mon client et qui était une fabrication européenne également. Et du coup, la douane a accepté qu'on puisse mettre le label Made in France sur les produits. C'est ce qu'a fait immédiatement mon client et les ventes, elles ont explosé. Donc, grâce à la douane, on a pu développer un segment d'activité, un segment de produits qu'on n'arrivait pas à développer parce qu'on était face à un fournisseur, un concurrent chinois. Donc voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vraiment, la douane française, qui est la douane européenne, mais néanmoins notre douane française, ce sont vraiment des alliés pour les entreprises françaises pour nous aider en fait à nous développer. Ils sont toujours à même à chercher des solutions pour qu'on devienne plus compétitif. Donc c'est vraiment un atout de choc. Et je dirais également qu'ils sont très à l'écoute et il ne faut pas hésiter à les contacter parce qu'ils sont ouverts à la discussion. Alors, bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être vigilant vis-à-vis des douanes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut rester dans les normes parce qu'il y a des risques importants. Mais à partir du moment où on fait les choses correctement, on a vraiment un allié avec nous, avec la douane. Et donc, je vais aborder le sujet qui va faire fuir tout le monde, qui est les incoterms. Alors, comme je vous disais, pour moi, les incoterms, c'est vraiment un atout pour une entreprise. Alors, pour briller pendant les dîners le samedi soir, les incoterms ont été créés, les premiers incoterms datent de 1936. J'avoue qu'il faut placer pendant les dîners, ce n'est pas toujours évident. Mais les incoterms ont été créés, les premiers ont été créés en 1936. Ils sont revus tous les 10 ans maintenant. La dernière version date de 2020, de septembre 2019 plus exactement, et il y en a 11. Alors moi, je dis que c'est un atout commercial à l'export, malgré tout avec ses limites. Pourquoi? Imaginez que vous rencontrez peu importe, une entreprise, il y a une entreprise internationale, une entreprise américaine qui vous contacte et qui vous dit je suis intéressé par vos produits, je voudrais acheter vos produits. Vous dites OK, pas de souci. Moi, je vends OK Xworks. En gros, moi, je mets ma marchandise à disposition sur le quai et toi, tu te débrouilles pour venir la chercher. Moi, je vais m'occuper de rien. Étant une ancienne commerciale, j'ai été commerciale pendant 20 ans, je trouve que commercialement parlant, c'est pas top. C'est pas top. Voilà, c'est plus dire, en gros, je suis content, tu m'as acheté mon produit, mais je fais absolument aucun effort pour pouvoir te soulager et t'apporter le produit à minima jusqu'au port ou à l'aéroport de ton pays. Ce qui me paraît un petit peu… c'est pour ça que je dis avec ses limites, parce qu'il faut faire aussi attention à nos chers commerciaux export qui ont tendance à vendre un peu tous les incoterms tant qu'ils peuvent clôturer le contrat. Il faut faire attention à ça. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça va dépendre du pays, mais à minima, aller jusqu'à l'aéroport et au port de destination. Et c'est un atout de meilleure rentabilité à l'import également, parce que quand vous maîtrisez vos coûts de transport, on aime bien aussi au niveau de nos fournisseurs, à contrario, comme quoi on fait l'inverse de ce qu'on… à contrario, quand on est acheteur, on aime bien que notre fournisseur, nous amène la marchandise chez nous et qu'on n'ait rien à faire. Comme ça, on ne s'occupe de rien, on attend le produit. Bon, déjà, en interne, au niveau des délais, quand la production vous dit, bon, alors quand est-ce qu'il est prévu arriver ce produit-là? J'en ai besoin pour continuer ma production. Là, vous répondez, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est le fournisseur qui s'occupe du transport. Donc, demain, après-demain, voire peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc ce n'est pas fiable du tout. En ayant la maîtrise
du transport à l'importation, donc en ne travaillant pas justement dans un incoterm où on ne fait rien, enfin on ne maîtrise rien, ce n'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, vous connaissez vos coûts de transport. Donc, vous arrivez, ça peut jouer en fait sur la rentabilité de votre produit à in fine. Alors, je vous ai aussi donné 3 petits exemples d'erreurs à éviter avec les incoterms. Donc, bien évidemment, mais ça, je pense que tout le monde maintenant, enfin, du moins, je l'espère, tout le monde est au courant que l'exworks à l'export sur les pays tiers, il est fortement déconseillé. Moi, je dis simplement qu'il ne faut pas du tout l'utiliser. Ce n'est pas fortement déconseillé, ce n'est pas du tout l'utiliser. Tout simplement, sans pareil trop rentrer dans le détail, tout simplement parce que si jamais vous travaillez en exports à l'export, on est bien d'accord, vous vous occupez de rien et entre autres pas de la douane export. Et du coup, le prestataire qui va vous contacter pour venir enlever votre marchandise, il ne vous connaît pas. Donc, il ne va pas vous facturer puisqu'il n'a rien à vous facturer. Donc, le document douanier export qui fait en votre nom, vous n'avez aucun visu dessus déjà. Et en plus de ça, il ne va pas vous le redonner. Et si vous avez un contrôle fiscal, la première chose que l'inspecteur va chercher, ça va être la TVA. Donc, ils vont vous dire, attendez, cette facture-là, elle est hors taxe. Pourquoi? Et là, vous allez répondre, parce que j'ai facturé un Américain, donc c'est normal. Et là, il va vous répondre, non, ça ne me suffit pas. Il me faut le document douanier export avec une mention spécifique ECS sortie. Et ça va prouver que votre marchandise est réellement sortie du territoire français. Et là, vous ne serez pas retapé de la TVA. Dans le cas contraire, vous êtes retapé de toute votre TVA que vous n'avez pas facturée. Et ça peut faire mal. Un autre exemple, FAS, FOB, CFR et CIF. Ces 4 incoterms, si vous les utilisez sur un transport aérien ou un transport routier, d'ailleurs, je ne l'ai pas rajouté, mais même sur un transport routier, s'il arrive quelque chose à votre marchandise et que vous allez devant les autorités internationales pour pouvoir avoir gain de cause avec votre client, votre fournisseur d'ailleurs, il va vous dire, les autorités internationales vont vous répondre, on ne peut rien pour vous, monsieur. Vous avez utilisé un incoterm exclusivement maritime sur un transport aérien et routier. Donc, du coup, on ne peut pas trancher. Donc, il faut faire attention à ça. Et pour finir, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP à l'importation depuis les pays tiers, comme je pouvais vous en parler au début de cette slide, vous n'avez d'une part aucune maîtrise des délais, aucune maîtrise des coûts. Et surtout, il faut savoir que vos droits de douane, c'est-à-dire les droits que vous payez à l'importation sur votre produit, dans ces droits de douane, on rajoute ou on enlève des frais de transport. Donc, si jamais vous n'avez pas le montant des frais de transport, qui peut le plus, peut le moins, le prestataire, le représentant en douane, va vous prendre le montant le plus important. Donc, ça veut dire que vous payez des droits de douane sur une valeur qui n'est pas la bonne. Donc, vous payez plus cher. Donc, du coup, vous plantez aussi votre rentabilité. Okay. Voilà. Hyper intéressant, toutes tes astuces et tous tes tips sur tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment très intéressant. Et ouais. Vas-y. Non, non, Vas-y. j'allais dire que tu allais enchaîner sur comment améliorer la rentabilité de l'entreprise. Exactement. Exactement. Donc, en fait, tout ça, ça donne, quand on le travaille correctement, quand on se penche vraiment dessus, on arrive à améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc, je vous ai mis, c'est pas, on peut avoir d'autres items, hein, c'est des idées qui me sont venues comme ça, hein. Donc, on améliore la rentabilité de l'entreprise en ayant un compte sur les factures des prestataires. La confiance n'évite pas le contrôle. C'est toujours ce que je dis. Ça ne mange pas de pain de vérifier les factures qu'on reçoit de nos prestataires, de vérifier si on a un doute sur comment ça s'appelle, une ligne de facturation, de poser la question à quoi cela correspond-il, de contrôler les documents douaniers import également pour voir si justement la valeur sur laquelle nos droits de douane ont été pris est bien correcte, si le code douanier qui a été utilisé est bien correct également. En fait, c'est toujours ce que je dis, il faut reprendre son rôle de « c'est moi le patron ». C'est vous le client, même avec les prestataires logistiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, retravailler en entreprise. Vous êtes vraiment le patron, c'est vous qui menez la barque et pas l'inverse.
Et bien souvent, parce c'est pas qu'on a peur, mais c'est qu'on ne comprend pas tous les mots qu'on nous dit, ben voilà, on a tendance un petit peu à baisser, à baisser la garde. Donc voilà, donc contrôle des factures des prestataires, contrôle des documents douaniers import, benchmark des coûts de transport, c'est pareil, même système. La confiance n'évite pas le contrôle. C'est pas parce que vous travaillez avec un prestataire depuis 10 ans qu'il est toujours aussi bon marché. Enfin, j'aime pas le mot bon marché parce qu'on n'achète pas des fruits et légumes. Mais voilà, il y a peut-être de l'amélioration à obtenir. L'optimisation des coûts logistiques par la mise en place de régimes douaniers spécifiques. Je vais vous donner un exemple qui ne me vient pas tout de suite, mais que je vais trouver dans quelques secondes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour un régime douanier spécifique? Mince, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ça ne me vient pas. Je suis désolée. Ça ne me vient pas, mais il y a des choses à mettre en place. Mais ça, c'est pareil. Faut regarder un petit peu l'organisation, les besoins de l'entreprise. Il faut justement cartographier des flux à des fins d'optimisation des flux. C'est un peu redondant. Il faut cartographier les flux afin de les optimiser. Un exemple, vous avez lancé une grosse opération de développement commercial sur le Brésil. Et il se trouve que votre commercial a décroché un client à Santos, un client à Curitiba et un client à Rio de Janeiro, voire 2 clients à Rio de Janeiro. Ces clients ne commandent pas en même temps, ne commandent pas le même volume, donc à chaque fois, on fait des transports. Donc à chaque fois, ça coûte de l'argent, bien évidemment, qu'on refacture, bien évidemment, parce que c'est inclus dans nos frais dans nos prix de vente, qui sont refacturés aux clients, mais néanmoins, si jamais on analyse un peu plus ces flux, on se dit, bah, tiens, les 2 clients de Rio de Janeiro, tant qu'à faire, autant, quand ils nous commandent les marchandises, autant demander s'il y en a un qui commande client, voir si le deuxième a besoin d'une commande pour essayer de regrouper au maximum, voire peut-être mettre en place un stock tampon au Brésil pour pouvoir livrer nos 3 clients. Donc voilà, c'est ça que j'appelle cartographier ces flux en fait. C'est analyser, et c'est là aussi où j'insiste lourdement sur l'intégration de la logistique dans la stratégie d'entreprise, c'est il faut discuter avec le service commercial, avec le service financier. Il faut vraiment intégrer à 100% la logistique dans la stratégie d'entreprise pour pouvoir optimiser tous ces coûts. C'est ça qui est important aussi. Parce que si la logistique est au courant, ils vont pouvoir vous proposer des solutions. Et donc, les informations fiables en interne, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec quand est-ce que ma marchandise va être livrée pour que je puisse continuer ma production. Ou le commercial qui vient vous voir en disant attends, je ne comprends pas, mon client à Londres, il n'arrête pas de me tanner parce qu'il ne reçoit pas sa marchandise. Si jamais vous n'avez pas la maîtrise de vos coûts, la maîtrise de vos transports, pardon, vous ne pouvez pas répondre à votre commercial qui ne peut pas répondre à son client et donc il n'y a pas de satisfaction client et donc on n'a pas une supply chain efficiente. Vous voyez, en fait, tout s'enchaîne les uns derrière les autres. Et donc, ce que je vous disais, donc, la logistique dans la stratégie de l'entreprise est réellement, la logistique, c'est un réel vecteur de compétitivité pour les entreprises. Il faut vraiment se pencher dessus, même si on a l'impression que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, que ça roule. Eh bien, il y a toujours moyen d'optimiser des choses. Voilà. Et je suis ravie de partager cette slide avec vous, étant donné que Action Réaction vient de fêter début du mois d'octobre, ses 10 ans. Voilà, Dorian. J'espère que j'ai pas été trop dans le détail, parce que je ne sais pas si ça sent, mais je suis un petit peu une passionnée. Donc, ça sent et ça se voit par ce joli anniversaire des 10 ans de ton cabinet. Donc, bon anniversaire. Merci. Et merci beaucoup, Aline, hein, pour ton éclairage super précis sur ce sujet, comme tu l'as dit, qui n'est pas tout le temps au centre des préoccupations des entreprises. Ouais. Et j'espère que les dirigeants qui nous regardent en prendront conscience. Donc, et vraiment, j'invite ces entreprises et ces dirigeants à te contacter directement s'ils veulent avoir plus d'informations sur les sujets que tu as abordés.
Donc Avec voilà, plaisir. il me reste plus qu'à te remercier, Adeline, une nouvelle fois avant de clôturer cette vidéo et te dire Merci à toi, Dorian. à bientôt au sein de Stratexio. Ok, à bientôt.